Je me présente, Franck Bernard, je fais partie d'IBM Software Networking et je suis responsable dans cette entité des relations OEM et Embedded Solutions de façon globale. Même si aujourd'hui, donc, je représente effectivement cet aspect-là qui peut être intéressant pour des partenaires comme ceux qu'on a aujourd'hui, mais évidemment, je représente aussi les BP resellers plus standards, avec qui d'ailleurs je travaille également de près. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de cette entité qui s'occupe plus particulièrement du réseau. Alors ce sera évidemment une première couche, on va dire, pas forcément très détaillée, mais bien sûr par la suite, on sera très heureux d'organiser des workshops, des ateliers beaucoup plus poussés avec nos experts techniques, dès que vous aurez identifié des clients prometteurs sur le sujet. Donc on va commencer par Sevoine, et ensuite on enchaînera avec NS1. Je vais passer plus de temps sur Sevoine, qui est une offre probablement plus riche, on va dire 2 tiers, 1 tiers probablement, mais bon, on va voir comment ça se passe. Alors, le réseau, évidemment, est de plus en plus important. Les activités des entreprises sont supportées par des applications qui exploitent le réseau, donc la moindre baisse de performance du réseau peut souvent être très néfaste, voire mortelle pour certaines entreprises. Et il y a de nombreuses technologies au fil du temps qui sont apparues, et bon, il y en a toujours, et qui malheureusement ne remplacent pas toujours, en tout cas pas très vite, les anciennes technologies. Donc on a toujours une espèce de mosaïque complexe de différentes technologies, de très anciennes, des plus récentes et des toutes nouvelles. Donc c'est très important d'avoir la capacité de collecter les informations et d'agréger les données pour avoir une visibilité complète de bout en bout sur les infrastructures réseau, leurs performances, et surtout être capable de détecter en amont des problèmes émergents avant qu'ils soient établis et qu'ils impactent vraiment l'activité. Donc c'est pour ça que IBM a créé, il y a à peu près 3 ans, une nouvelle entité qui est vraiment focalisée sur le réseau, qui s'appelle donc Software Networking, et qui rassemble à la fois des développements internes et des acquisitions qu'on a faites au fil du temps, dont ces deux-là d'ailleurs. Sev1 faisait partie de l'acquisition Turbonomic, en fait. Il y avait 2 blocs dans cette acquisition-là, et NS1 est plus récente, c'était il y a à peu près 1 an et demi qu'on a racheté le NS1. Voilà, donc le portefeuille Software Networking est assez, on va dire, simple pour IBM. On a des centaines de produits, et là on en a voilà, 5 ou 6, on va dire, qui sont organisés autour de 3 thèmes. Donc l'observabilité, où on va retrouver Sev1, l'automatisation, où on va retrouver d'autres produits qui permettent de faire des actions pour orchestrer, automatiser les fonctions réseau, et également un pan connectivité. Bon, alors, on ne redéveloppe pas des routeurs, mais on a effectivement un aspect connectivité à la fois externe, donc lié à l'Internet, et là c'est NS1, donc on appelle IBM Hybrid Cloud DNS. Et, et on a également une partie plus interne sur la connectivité, on va dire des applications dans un environnement multi-cloud, donc qui s'appelle Hybrid Cloud Mesh, mais qu'on ne va pas adresser aujourd'hui. Et donc on va se focaliser dans un premier temps sur Sev1. Alors en fait, ce qu'on appelle Sev1 Automated Network Observability, donc est un package en fait, où on a intégré un petit module d'automatisation, donc qui permet non seulement de faire de l'observabilité, mais aussi de prendre des actions et de faire on va dire des intégrations assez intéressantes. Donc j'en parlerai un tout petit peu sur la fin. Donc allons-y. Alors donc Sev1, on faisait partie de cette acquisition à peu près il y a 3 ans, je pense. C'est un produit qui a démarré en 2005, donc qui est très très mûr, qui a eu beaucoup de succès, même si dans le monde de la performance réseau, finalement il a démarré pas si tôt que ça. En 2005, il y avait déjà beaucoup de produits, mais il a pris beaucoup d'ampleur à cause de certains différenciateurs dont je vais parler. Et aujourd'hui, effectivement, il a une part de marché très importante, avec beaucoup de telcos. Évidemment, c'est là où on a les plus grosses problématiques de gestion de performance, mais aussi les banques et les MSP. Bon, on a d'autres industries également, on a des clients chez les assureurs, chez les utilities, comme les fournisseurs d'électricité ou autres. Également des sociétés de technologie, comme Microsoft par exemple, ou d'autres entreprises similaires. Et très souvent, en fait, on remplace des solutions existantes qui atteignent leurs limites lorsque les réseaux grossissent, où on consolide un ensemble d'outils existants, parce que bon, souvent les grandes entreprises ont plusieurs outils, soit pour gérer différentes technologies, soit pour différentes équipes. Et donc,
C'est pour ça qu'on a effectivement beaucoup, beaucoup de clients. Donc là, il y en a effectivement quelques-uns. Bon, en fait, hein, c'est beaucoup plus, hein, c'est des centaines et dans tous les domaines. Alors, on a 4 domaines, on va dire, de fonctionnalités, qui sont, proposés par Sevoine. Donc la 1re, c'est la visibilité, évidemment, être capable de gérer toutes les données de tous les fournisseurs sur toutes les technologies, quels que soient les protocoles. Et on a un portefeuille de donc plus de 250 interfaces réseau sur étagère. Et on a également d'ailleurs la possibilité, quand on rencontre soit une interface un peu exotique, soit une nouvelle version qui vient de sortir et qu'on n'a pas encore développée, on a un SLA, hein, une garantie de service, où en 10 jours, on fournit une nouvelle interface. Pour le protocole SNMP, hein. Bon, si c'est des interfaces plus compliquées, les 10 jours ne tiennent pas et on regarde en fonction du cas. Mais donc c'est quelque chose quand même qui est très appréciable. On sait que très rapidement, on peut s'adapter si on a quelque chose qui n'est pas dans la librairie. Alors ensuite, on a une partie en ML, hein, donc l'algorithme d'apprentissage automatique, qui vont s'appliquer sur toutes les données collectées et qui vont permettre très simplement d'établir la normalité. Qu'est-ce que c'est pour chacune des métriques, la normalité, en fonction de l'environnement de l'équipement en question, en fonction du temps, bien sûr. Donc la normalité va dépendre en fonction de l'heure de la journée, du jour de la semaine, et ainsi de suite. Et donc ça va permettre, bien sûr en autorisant une certaine déviation standard, hein, autour de la normalité qui a été établie, ça va permettre de voir des déviations très très tôt, beaucoup plus tôt que quand on fait juste des seuils statiques, voire même certains seuils dynamiques, et donc permettre de commencer à regarder ou réagir sur des déviations, des dégradations lentes, avant qu'elles conduisent à des problèmes établis et qu'elles impactent les services. La visualisation avancée, c'est également un différenciateur de la solution. Donc on verra, hein, quelques écrans un peu plus tard. Et si on a quelques minutes, peut-être même que je montrerai le produit pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc on a un assemblage, hein, comme des Lego, hein, de widgets et des écrans interactifs qui sont en fait extrêmement puissants pour pouvoir faire du filtrage, de l'agrégation dans tous les sens et faire de l'investigation très efficace, hein. On peut rapidement sauter d'un écran à l'autre et toutes les données sont liées et quand on modifie un filtrage, ça se répercute sur l'ensemble des écrans qui sont chaînés. Et donc, 4e aspect, et c'est lié à ce petit bloc, hein, qu'on a rajouté il y a à peu près 1 an, qui permet de faire de l'automatisation, de l'intégration au travers d'API de façon plus avancée que ce qu'on fait de façon standard avec des fichiers plats ou du SNMP et d'autres protocoles standards en réseau. Mais là, on a vraiment une capacité bien supérieure encore, avec plus de 1000 interfaces disponibles, donc au travers d'API avec tous les fournisseurs réseau de la place. Donc on en parlera un tout petit peu à la fin. Donc ici, on montre un petit peu le flux des données, qu'est-ce qui se passe, comment on les traite et à quoi elles servent. Donc on va partir effectivement de tout cet ensemble de technologies, hein, qui peut être hétérogène, qui peut être très diverse, avec des très anciennes, des plus récentes et des très modernes, qui vont utiliser différents protocoles. Donc bon, le SNMP est encore très répandu, hein, c'est très ancien, donc ce qui est bien, mais c'est aussi toujours moderne, hein. On a toujours en général les 3/4, voire 90% des données collectées sur des réseaux classiques qui sont en SNMP. Mais on a aussi d'autres façons, d'autres protocoles, hein, qui sont émergents ou de plus en plus présents, qu'on peut bien sûr gérer de façon standard. Et on a aussi un collecteur universel qui nous permet, si on a vraiment des choses complètement propriétaires, de s'adapter à certaines sources de données. Et donc ensuite, dans le produit, on va avoir les fonctions qu'on a décrites précédemment, qui vont permettre donc d'agréger, d'établir la normalité avec les algorithmes d'apprentissage automatique, et donc de servir ensuite ces résultats pour un ensemble d'applications et d'équipes. Donc typiquement la supervision, bien entendu, mais également une intégration avec le service management pour pouvoir peut-être automatiquement créer des tickets d'incident, démarrer une chaîne de runbook ou de la remédiation automatique, vérifier des SLA éventuellement. Alors, on a beaucoup de clients qui sont des MSP, qui donc sont en général des gros telcos qui ont une partie entreprise, et donc qui utilisent typiquement notre produit pour fournir un portail déporté, parce que bon, la solution est multi-tenant, à leurs clients entreprises pour qu'eux-mêmes puissent suivre
leur performance réseau, mais également fournir des rapports de compliance, de conformité sur leurs engagements de service. Le capacity planning, c'est un autre domaine qui permet de voir l'évolution du réseau et de prévoir et d'optimiser le rajout de ressources réseau. Et la consolidation d'outils, bon, typiquement, c'est quelque chose qui est très intéressant lorsqu'on peut remplacer plusieurs outils. Ça permet de faire de grosses économies en termes d'opération, en termes de maintenance, de training, d'upgrade. Enfin, c'est très vaste, les économies d'échelle. Voilà. Et à droite, donc, toutes les équipes qui vont correspondre à ces différents sujets. Au niveau donc des différentes technologies, donc typiquement, on a, bon, c'est plus large que ça bien sûr, mais les technologies qu'on voit classiquement dans les banques, dans les grandes entreprises et les fournisseurs classiques qui sont très présents sur ces technologies. Bon, encore une fois, 250 interfaces disponibles, donc on a beaucoup plus de fournisseurs qui ne sont pas listés ici. Mais c'est pour donner un petit peu une idée du panorama classique qu'on va trouver, et ça se vérifie très bien dans les faits. Alors, je vais commencer à parler un petit peu des avantages des différenciateurs qu'on peut avoir avec cette solution SaveOne. Le premier, j'ai envie de dire, c'est vraiment la capacité à gérer des très gros réseaux. De par sa structure distribuée, donc on a effectivement, en gros, hein, on a un back-end qui permet de collecter, et après on a un front-end qui permet de visualiser, hein, de montrer les rapports. Et le back-end, donc on a des NMS, hein, c'est ces petites boîtes que vous voyez là. Bon, c'est pas des appliances, hein, c'est juste du software, mais on peut effectivement les distribuer, et elles partagent naturellement les données pour la couche de présentation. Alors, attention, c'est une solution vraiment qui gère les gros réseaux. Donc, une seule instance de NMS permet déjà de gérer beaucoup, beaucoup d'équipements, hein. Alors, il y a plusieurs préconfigurations, mais bon, si on a quelques milliers d'équipements, il n'y a évidemment aucun problème à gérer avec un seul NMS. Mais on a beaucoup de clients, comme vous l'imaginez, qui ont beaucoup d'équipements, hein. Si on parle de nos plus gros clients comme Verizon, comme British Telecom ou Comcast, c'est des clients qui gèrent autour de 200 000 équipements, typiquement. Et alors après, quand on parle d'équipements, c'est pas toujours comparable d'un client à l'autre, parce qu'il y a il y a des équipements qui sont plus gros que d'autres, hein. Si on parle d'un gros routeur, on va avoir peut-être 50 ou 100 objets à gérer pour lesquels on va collecter des données. Dans un gros routeur, on va avoir plein de cartes, plein d'interfaces, des CPU qu'on va vouloir gérer tous. Alors que sur un point d'accès Wi-Fi, on n'aura peut-être que 5 objets pour lesquels on va collecter des données. Donc c'est plutôt en termes d'objets qu'il faut parler. Et donc si on parle de Verizon, on parle de 20 millions d'objets à peu près pour lesquels on collecte des données toutes les 5 ou 15 minutes. Alors qu'un client qui aura peut-être beaucoup d'équipements, mais des petits équipements, bon, ce sera peut-être moins impressionnant. Mais bon, juste pour vous donner une idée. Et il faut bien comprendre que cette distribution est parfaitement naturelle. C'était dans le design du produit dès le début. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne perd rien à distribuer, à mettre plusieurs NMS. C'est vraiment quelque chose de naturel. On va dire, on peut mettre ça un peu en miroir pour ceux qui connaissent la technologie plus ancienne à IBM, Netcool, pour la supervision de fault, d'alarme. C'était vraiment le même principe avec les object servers qui coopèrent naturellement. Là, c'est la même chose, mais au niveau performance. Et donc, ça permet vraiment de dimensionner à l'infini la gestion de la performance réseau. Et une des conséquences également, c'est que la fourniture des rapports ne perd pas en rapidité. On peut produire des rapports, enfin 5 secondes, c'est l'objectif, quelle que soit la taille du rapport, le périmètre, qu'on demande un petit rapport sur un site ou un rapport sur l'ensemble des équipements d'un pays, le rapport va être affiché en quelques secondes. Alors qu'on sait très bien, pour les gens qui sont familiers avec le domaine de la gestion de performance, que c'est un vrai problème. Et que quand on a des gros rapports sur des périmètres importants, on va avoir une dégradation de la performance de la solution, et les rapports vont mettre plusieurs minutes, voire des fois plus, hein, pour des très gros réseaux où il y a énormément de compteurs. On a même des fois des solutions qui programment, hein, des rapports temps différés la nuit, parce qu'ils vont peut-être durer 1 heure ou 3 heures, et ils les trouveront le matin. Donc, SaveOne, c'est la solution qui fournit toujours les rapports en quelques secondes.
Donc là, je reviens juste sur notre portefeuille donc d'interfaces disponibles et notre engagement à fournir une nouvelle interface ou une nouvelle version en 10 jours ouvrés, hein, donc 2 semaines maximum, donc ce qui est quelque chose d'assez unique, hein, également. Donc maintenant, quelques vues de la solution. Donc un point qui a toujours été présent dans la solution, mais qui est de plus en plus fort, c'est l'orientation application. À savoir, comme on a un de nos collecteurs, un autre type de collecteur qui permet de récupérer les données de flux d'applications, on va pouvoir effectivement faire le lien entre les applications et l'utilisation du réseau, et donc avoir vraiment cette visibilité en termes de délai, de trafic, de problèmes causés au niveau applicatif. Et la dernière version d'ailleurs, qui est la version 7 de Save a même modifié l'interface graphique pour que on ne parte pas de la partie réseau pour après connecter ça à des applications lorsqu'on utilise les données de flux, mais qu'on puisse faire l'inverse. C'est-à-dire que, OK, l'opérateur se pose la question, cette application, par exemple WebEx ou Teams ou Netflix, j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe, et bien on va pouvoir rentrer dans un champ de recherche le nom de l'application et on aura les rapports qui correspondent à cette application. Donc au niveau des algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, on a effectivement cet apprentissage au cours des 2-3 premières semaines qui vont permettre d'établir la normalité. Bon, ça continue ensuite, de toute façon, en permanence, et qui permettront ainsi de détecter très tôt les déviations, les anomalies émergentes, comme on les appelle. Donc, on a effectivement, si on regarde ce graphe, par exemple, là, il y a la ligne pointillée qui est la normalité qui a été établie. La ligne pleine, c'est la valeur courante. Et on a une zone un petit peu grisée qui est en fait la déviation standard. Donc, on peut évidemment configurer si on veut plus de déviation standard. Et en fait, le système, dès qu'on sort de la déviation standard, il va dire, là, il faut regarder d'un petit peu plus près ce qui se passe. Alors, on a différentes vues autour de ces algorithmes, bien sûr, qui permettent d'avoir des visions plus précises autour de métriques particulières ou de voir des schémas d'occurrence des problèmes, comme sur le bas, là, on voit un calendrier où on pourra avoir une sorte de heatmap qui permet graphiquement de voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que c'est récurrent aux mêmes heures? Est-ce que ça se décale d'un jour à l'autre? Est-ce que c'est un jour particulier? Ça permet également de réduire les fausses alertes, puisque forcément, là, on tient compte de l'activité du passé pour déterminer si un problème mérite d'être alerté. Alors les rapports, donc comme je vous disais, on a un système de widgets qu'on assemble un petit peu comme des Lego. Donc là, on a un exemple qui est assez simple. On a une barre avec les types d'alerte, ensuite 3 widgets assemblés. On a un petit chaînon là qui veut dire qu'ils sont chaînés. On n'est pas obligé, mais en général, on les chaîne. Ce qui fait que si, au niveau du filtrage, on utilise un angle d'observation différent, ça va se répercuter au travers de toutes les fenêtres chaînées. Et on peut évidemment en avoir beaucoup plus. Et ils sont organisés après en onglets. Il y a différents tabs. Comme ici, il y en a 6, mais on peut en avoir 10, autant qu'on veut. Et on livre des rapports prédéfinis quand on vend la solution à un client, qui sont déjà très riches, qui permettent de faire beaucoup de choses. Mais après, bien sûr, soit nous, soit le partenaire qui accompagne le client, soit le client lui-même, ils pourront définir donc de nouveaux rapports. Les données brutes sont conservées 1 an en standard, donc brutes, c'est-à-dire que si on collecte toutes les 5 minutes, ça fait beaucoup, beaucoup de données, mais c'est ce qu'on a trouvé comme étant le meilleur compromis. Ça peut se configurer, bien sûr, mais en général, c'est ce qu'on fait. Et bien sûr, tous les types d'agrégation sont possibles lors du reporting. Petite question, Franck, Oui. j'en profite. Est-ce que le portail proposé peut être multitenant, typiquement pour un MSP ou un Oui, ISV? tout à fait. Ouais. Oui, Alors, tout à l'heure, je ok, parlais de British Telecom ou d'Orange Business. Alors, British Telecom est un de nos clients, et donc d'accord. il l'utilise vraiment comme ça. Alors, il y a plusieurs utilisations, mais effectivement, il y a des clients qui souscrivent à des
à des rapports, donc ils peuvent avoir accès au portail qui est D'accord. multi-tenant, donc ils ne voient que leur Que environnement et leur peuvent environnement, générer bien sûr. leur propre Ouais. C'est rapport. vrai que dans un contexte typiquement MSP, ça peut être très très intéressant parce que c'est vrai qu'ils peuvent avoir justement une multitude de clients dans lesquels ils peuvent proposer ce service-là, typiquement. Ok, Exactement, merci. ouais. Et de plus en plus d'ailleurs, parce que moi je me souviens, il y a 10-15 ans, il y avait plusieurs solutions qui proposaient ça. Hmm. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. On a répondu à des appels d'offres récemment où en fait les clients disaient non, on n'arrive pas à trouver de solution multi-tenant efficace pour la gestion de performance. Je te Donc c'est vrai rejoins, que je te rejoins. c'est C'est pour ça que on s'est lancé, enfin voilà, avec Laurent, enfin avec toute l'équipe IBM, on s'est dit, il faut vraiment qu'on regarde ce point-là parce que c'est un peu méconnu et on a beaucoup de demandes. Tu as tout à fait raison, on a beaucoup de demandes parce que le périmètre aujourd'hui de software disponible, alors c'est très siloté, comme tu le disais au début, et là on a vraiment une vision qui est transverse et qui est cross, qui permet d'avoir une vision unique. Et c'est très très intéressant. exactement, ouais. Et donc British Telecom fait ça, mais ils font d'autres choses aussi hein, en interne qui ne Mhm. sont pas forcément partagées avec leurs clients, et notamment sur les aspects durabilité, hein. Donc Ouais. ils ont développé alors, avec notre équipe technique des rapports spécifiques qui vendent à leurs clients hein, sur l'utilisation de l'énergie, la consommation, l'origine fossile ou non de l'énergie qui a été utilisée. Donc avec des interfaces là, qui sont un petit peu spécifiques, évidemment, parce qu'il faut se connecter aux fournisseurs d'énergie avec des API, donc c'est très spécifique, mais le produit n'a aucun problème à faire ça. En fait, c'est vraiment un gros moteur de collecte et de présentation qui est très puissant pour gérer les données périodiques, on va dire. Donc Mm. évidemment, 99% de notre utilisation, c'est des données de réseau, télécom ou d'entreprise, mais ça peut s'appliquer en fait à tout type de données. Merci. Pas de problème. Alors, le polling à haute fréquence, donc c'est intéressant également, on peut aller jusqu'à 1 seconde. Donc c'est vrai que ça paraît un peu violent, hein, mais peut y avoir des cas où on a envie de faire des campagnes de mesure ou d'observer de façon très très précise certains équipements. Peut-être pas sur tous les équipements et pas en permanence, hein, mais c'est possible. Et d'ailleurs, bon, je parlerai un petit peu plus tard de notre module d'automatisation, mais c'est quelque chose effectivement qui est bien intégré avec Cevoine pour automatiquement déclencher certaines campagnes de mesure quand il commence à y avoir quelque chose de louche, on va dire, sur un équipement ou sur une région ou un site. On va pouvoir automatiquement passer la collecte de je sais pas, 15 minutes à 1 minute, par exemple, pour avoir une campagne de mesure sur quelques heures, par exemple. Donc là, une vue du capacity planning, hein, donc qui permet sur la base des observations passées, de prévoir l'évolution de la consommation future et éventuellement de prévoir les investissements au plus juste. On a plusieurs algorithmes hein, qui peuvent être utilisés pour ça et suivant les types d'équipements, il y a des algorithmes qui marchent mieux que d'autres. Donc tout ceci est disponible en standard. Donc on a différentes vues graphiques, géographiques, hiérarchiques qui peuvent être intégrées, enfin qui sont proposées hein, dans le produit. On peut également intégrer avec des systèmes externes, mais là c'est les live maps, hein, ça fait partie de Cevoine, donc qui permet de visualiser les statuts des équipements et avant d'aller consulter les rapports correspondants. Et au niveau donc de l'interface graphique, les tableaux de bord par équipe, donc ça c'est très important. Ça permet de particulariser hein, les tableaux de bord qui seront fournis en fonction des utilisateurs. Donc on peut avoir plusieurs équipes différentes qui n'ont pas les mêmes objectifs, hein. Bah, typiquement, une équipe qui va être plus supervision, une autre qui va être plus conformité pour leurs clients, ou une autre sur le capacity planning. Évidemment qu'ils n'ont pas envie d'avoir exactement les mêmes rapports qui se présentent à eux lorsqu'ils se loguent. Donc on peut complètement particulariser les accès des différents utilisateurs en équipe avec les écrans correspondants. Et donc là, c'est le fameux module dont je vous parlais qui a été intégré à Cevoine Mhm. il y a un peu plus d'un an. Donc en utilisant en fait une technologie qui était externe hein, à l'époque, hein, ça venait d'une société qui s'appelait Pliant. On avait fait un OEM à l'envers, quoi, un OEM de leur technologie chez nous, ce qui nous permettait de le vendre en nom IBM. Mais en fait, on a racheté hein, la société il y a 3 mois, hein, c'est tout récent. Donc, alors, ce produit d'ailleurs se vend tout seul. Hein, on le vend pour les clients qui veulent faire
de l'automatisation de processus dans le réseau, de l'intégration complexe au travers d'API, et de le faire de façon simple, puisque c'est une plateforme, comme on dit, low code, no code, c'est juste du drag and drop de composants, et ensuite on édite des paramètres et des actions qu'on veut faire derrière. On peut intégrer des scripts en Cibol, du Terraform, on peut faire plein de choses comme ça. Et donc on le vend seul, mais on le vend aussi avec Cevoine. Donc quand on achète Cevoine aujourd'hui, il n'y a plus le nom de ce produit-là, mais on a quand même des licences de ce produit pour en fait 10 processus. Ce qu'on appelle les processus, c'est des workflows. Et ça permet de faire beaucoup de choses. En général, il n'y a pas besoin de plus. Donc avec Cevoine. Voilà. Sinon, le produit standalone, juste pour information, il s'appelle RNA, donc Rapid Network Automation. Et donc, ça permet de faire différentes choses. Donc là, vous voyez, il y a 3 catégories qui résument bien les capacités du produit. Donc, l'automatisation d'actions réseau à partir d'observations. Donc, c'est par exemple ce que je décrivais. On va vouloir automatiquement déclencher une campagne de mesure très fine suite à certaines observations Cevoine. Ensuite, les tâches répétitives, ça va pouvoir éventuellement concerner des choses, des fois toutes simples, mais qui peuvent être un peu pénibles, pour lesquelles on va être obligé de développer un script spécifique ou le faire à la main. Par exemple, modifier les noms de communautés SNMP. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on va pouvoir automatiser de façon très très simple avec ce module. On peut aussi imaginer de faire de la configuration sur les politiques de qualité de service, par exemple, au niveau des routeurs. Tout ce genre de choses pourront très facilement être automatisées avec ce module. Et si plus tard on organise un atelier plus technique sur la solution, on vous montrera des use cases. On a nos systèmes qui sont préconfigurés pour, je crois, 25 ou 30 différents use cases. Donc on peut montrer ça très facilement. Et enfin, la partie intégration au travers d'API qui permet on va dire, d'enrichir notre capacité de base, qui est déjà très forte, mais si on pense à des choses beaucoup plus exotiques ou plus compliquées, par exemple, récemment, c'était même pas pour Cevoine, c'était pour une partie plus configuration et orchestration de réseau, mais on devait, pour faire un prototypage pour un client telco sur l'orchestration 5G, on devait se connecter à un inventaire et un système de prise de commande où il y avait la définition de la slice 5G. Et ça, on le fait au travers d'interfaces TMF qui sont très spécifiques. Et on l'a fait en une semaine avec ce module-là. Alors sinon, ça aurait été un développement très lourd. Voilà un exemple. Et donc, au niveau écosystème plus large, Cevoine va naturellement s'intégrer avec d'autres solutions. Donc, par exemple, la partie service management et gestion d'alarme. Donc, chez nous, c'est Cloud Pak for Watson AIOps, avec la technologie NetCool. Mais bien entendu, ça peut être d'autres solutions concurrentes. Donc, c'est typiquement 2 solutions qui vont très bien ensemble, qui sont les 2 faces du service assurance. Et ensuite, on va bien sûr coopérer avec les systèmes de tickets d'incident, éventuellement même des systèmes d'inventaire, des systèmes d'analyse de log, ou des concurrents. D'ailleurs, c'est possible aussi que certains concurrents font bien leur boulot et ils sont bien installés, et donc on ne va pas nous demander de les remplacer, donc on va au contraire intégrer leurs données, voire même nous les alimenter avec nos données. Donc on communique sur un bus Kafka et on a toutes sortes d'API qui permettent de piloter les données et les fonctionnalités de Cevoine. Voilà, donc Cevoine s'intègre très très bien dans un environnement, on va dire, hétérogène, où il y a d'autres produits dont il faut tenir compte. Patrice, tu avais une question ou... Non, écoute, parfait. D'accord. Je te laisse continuer. Vas-y. Ok. Alors, pour Cevoine, oui, je crois qu'on arrive à peu près à la fin. Donc, au niveau timing, on est pas mal. Là, ça fait 35 minutes à peu près. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que ça rentre vraiment bien dans cette complémentarité de la partie observabilité. D'accord, puisque bon, comme on sait, enfin tout au moins, on est capable d'observer les données, observer donc les applications avec Instana, les ressources avec Turbonomic, et comme tu le cites, c'est vrai que la partie réseau est parfois un petit peu laissée de côté, et c'est ultra important. Parce que justement, on a, il y a plein d'informations qui sont extrêmement intéressantes
à pouvoir observer et justement à collecter et en termes d'intervention justement quand il y a besoin. Donc c'est pour ça que le module également d'automatisation est super intéressant. Oui, tout à fait. Mm. Et Top. d'ailleurs, Et, oui, pardon. oui, Oui. pardon, Bruno Pignard ici, bonjour à toutes et à tous. Et moi qui suis justement plutôt sur cette partie observation des applications et de leurs infrastructures, j'ai souvent la question, et quid du réseau? J'ai de plus en plus d'interlocuteurs qui veulent vraiment la totalité de la pile en intégrant les composants actifs du réseau. Donc c'est intéressant de voir qu'avec IBM, on a euh, la réponse à la totalité des couches qui vont concerner un application owner, parce qu'il va se soucier du réseau comme il va se soucier des serveurs, comme il va se soucier de son cluster Kubernetes, et également des partenaires qui disent, mais moi je veux pouvoir positionner des offres de bout en bout. Complètement. Et c'est vrai que je reviens vraiment sur ce que je disais tout à l'heure, hein, comme c'est très demandé par les MSP. D'accord? Parce que c'est vrai que cette vision-là et les clients en ont vraiment besoin. Et tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé également, c'est la notion de la partie sustainability. D'accord? Parce que la partie réseau, on nous le demande de plus en plus, et même parfois dans certains appels d'offres, on voit apparaître, ben, bien sûr, de plus en plus cette notion sustain, mais c'est un petit peu nouveau sur la notion du réseau, de pouvoir mettre des métriques sustain autour de cette capacité réseau. Et on le voit de plus en plus, et on nous le demande de plus en plus, surtout sur les data centers, entre autres. C'est vrai. Très intéressant, très intéressant. Et un point que je voulais préciser aussi, c'est que récemment, j'ai enquêté au sein d'IBM parce qu'on avait un équipementier, un gros équipementier qui regarde de très près One et qui veut l'utiliser en interne. Et donc, il nous demandait si, au sein d'IBM, on l'utilisait dans le CIO Office. Et donc, je me suis renseigné, c'est la semaine dernière, hein, c'est tout récent. Et oui, effectivement, jusqu'à il y a un an, IBM utilisait Riverbed pour l'analyse des métriques. Et en fait, on l'a remplacé. Et c'est en production. Et on gère à peu près 20 000 équipements. Donc, ça va de Cisco, Juniper. On a aussi du Wi-Fi. Et donc, oui, c'est déployé de façon massive aussi en interne à IBM. Parce que, bon, quand on a des bonnes technologies, donc on les utilise aussi en On interne. les utilise, exactement. Ah, c'est top. Très bien. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être, bon, je ne vais pas trop passer de temps, mais je vais quand même essayer de vous montrer. J'avais sorti, voilà, un accès vers un système de test. Bon, je ne suis pas un expert technique, mais je vais juste vous montrer pour voir à quel point c'est interactif. Donc voilà, le tenant, vous voyez, donc là, bon, Save One, c'est un système effectivement multi-tenant, donc je vais me connecter. Donc là, on a la liste des rapports prédéfinis. Donc je vais aller chercher un rapport de performance sur lequel je me suis entraîné hier. Donc voilà, on a ici un rapport donc, de performance de base avec une préconfiguration, avec un ensemble d'onglets qu'on peut voir en haut. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je vais juste Montrer un traverser peu la très plateforme. rapidement voilà, Ouais, très bien. un scénario. Une des alarmes principales qu'on voit, donc c'est sur un firewall, donc on va enquêter un petit peu, parce que c'est le nombre de connexions, et si on va voir là, on voit que c'est le nombre de connexions qui s'est effondré à certains moments, donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc on va sortir un rapport spécifique sur les Cisco ASA, où là, on a un ensemble d'informations filtrées sur ce firewall, hein, le Chicago Firewall 01. Donc, on voit là sur un petit extrait qu'il y a peut-être quelque chose de louche au niveau des connexions. Donc, on va aller voir l'onglet connexion, on aura plus de détails. Là, on voit que ça tombe presque à zéro, effectivement. Donc, on va ensuite pouvoir enquêter en regardant les différents aspects, les Remote Access Sessions, protocole IPsec. Donc, on voit qu'il n'y a pas de problème là. SSL, pas de problème. CPU. Là, on voit qu'il y a un gros problème. Il y a tous les CPU qui montent au plafond. Donc, paf, on va aller voir dans ce qu'on appelle l'environnement Instant Graph. Là, l'objectif, c'est par exemple de dire, OK, je vais vouloir comparer. Alors, où est-ce qu'il est mon firewall? Le voilà. Je vais pouvoir comparer les CPU avec les connexions pour voir, bon, on est quasiment sûr, on a vu la tête que ça avait, mais des fois, c'est moins évident. Donc, on va mettre sur le même graphe les connexions et le CPU. Comme ça, on peut vraiment, de façon interactive et très rapide, voir que c'est... les deux. Ouais. Voilà, exactement. Top. Donc après, on peut revenir, on a gardé en mémoire. Donc là, on a établi que c'était connecté. Donc on va regarder s'il y a autre chose qui peut nous mettre sur la voie de la résolution. Donc là, au niveau des process, est-ce qu'on a un problème? Oui. Et là, apparemment, c'est un seul process. Paf, on va filtrer le maximum. On voit qu'il y en a un qui explose tout. C'est le processus SSL. Donc là, on va aller voir dans un autre environnement d'analyse, qui est là où on a les machine learning, les algorithmes qui permettent de
de voir la déviation standard, la valeur normale, et on voit effectivement que la valeur courante dépasse la déviation standard. Donc, on peut analyser plein de choses, voilà, l'analyse calendaire également. Donc là, on peut voir que c'est lié au processus SSL qui consomme beaucoup trop de CPU. Alors pourquoi? Alors après, on peut commencer à avoir des Faut idées. Alors, on va investiguer, dire, ouais, faut a investiguer un petit peu priori, c'est plus. peut-être un problème de denial of service, des attaques, Ouais. probablement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les données de flux pour voir la partie applicative et on va avoir un ensemble de métriques importants, mais on va avoir en particulier les données des paquets SYN, qui sont les tentatives de connexion, et on voit qu'on retrouve 2 pics sur le denial of Eh service. oui. Et donc là, on pourrait à nouveau les mettre bout à bout pour voir que ça correspond exactement et prendre des actions correctives en disant, bah voilà, on a les adresses IP fautives, on va aller mettre ça sur les firewalls pour qu'ils les bloquer. blacklistent. Voilà. Exactement. Question par rapport à ce portail-là. Est-ce qu'un partenaire aujourd'hui peut. Est-ce qu'il y a un bac à ça pour les partenaires typiquement qu'ils peuvent utiliser? Alors, je vais rebondir parce qu'effectivement, je vais partager un petit truc pendant 2 secondes d'ailleurs. Ouais. Voilà. Les amateurs reconnaîtront. Excusez-moi, je vais sortir de là. Parce que ça, c'est pas le bon lien. Voilà. Les amateurs reconnaîtront la Tech Zone ici, IBM Technology Zone. Oui. Alors l'environnement dans lequel est Franck est un environnement particulier, mais là je me suis mis volontairement sur un endroit où on peut faire une réservation d'un environnement qui combine le Cloud Pak for AIOps avec SaveOne, et ça c'est accessible à nos partenaires. Donc c'est le réflexe qu'on peut toujours avoir quand on est partenaire IBM, c'est de se dire j'ai des contacts, j'ai des ressources, j'ai la possibilité de réserver un environnement, et si vous avez des problèmes sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter, c'est mon boulot, donc Bruno Pignard, et je vous trouverai, si je suis pas capable de répondre par moi-même, l'expert, le SME qui ira bien. Et bien souvent, dans les environnements, il y a plusieurs niveaux de démo dans nos environnements. On a du bronze, du silver et du platinum. Et plus on monte dans les médailles, plus en fait la démo a été outillée, encadrée. Là, vous voyez que vous avez une vidéo de la démo, transcript de démo, et il y a des environnements qui viennent avec, et que vous pouvez réserver. Voilà. Parfait. Donc, oui, vous avez des références, des moyens de tester. Merci Bruno. Et pour information, en France aujourd'hui, on n'a qu'un partenaire qui est certifié, donc qui parle à des clients et qui fait des démos. Donc il y a plein de place à prendre. Donc montez vite en compétence sur Danzo, Exactement. Sur SaveOne. Alors, donc maintenant, on va passer sur NS1. Exactement. Allez, je te laisse reprendre la main. Il te reste un petit quart d'heure. Présentation. Voilà, parfait. C'est tout bon. Impeccable. Donc, on va passer maintenant sur la deuxième solution qui est donc NS1, donc qui est en fait un DNS Premium. Alors, c'est souvent de DNS, mais c'est en fait une partie très importante. Et on regarde en général que quand il y a des problèmes, mais c'est fondamental pour les entreprises d'être capable d'être connectées de façon efficace sur le réseau global. Et donc, NS1 est un DNS Premium qui a été acquis par IBM il y a à peu près 1 an et demi, et donc dont je vais vous parler. Donc, je ne vais pas revenir sur le portefeuille Software Networking. NS1 est vraiment une des solutions les plus efficaces et la plus répandue, en fait. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant que IBM en fasse l'acquisition, mais ils ont des milliers de clients, ils ont les plus grosses références. Alors, peut-être c'est bon de préciser, tout le monde a besoin d'un DNS, évidemment, et il y en a toutes sortes, des plus basiques qu'on peut avoir, on va dire, avec un navigateur Internet, qui sera dans ce cas-là pas un DNS qu'on appelle ayant autorité, mais un DNS récursif qui va demander à un DNS de plus haut niveau. Mais après, il y a des DNS un peu plus qui vont être fournis par les hyperscalers. On va avoir des sociétés spécialisées, donc comme NS1 qui a été acquis par IBM. Donc on a des concurrents qui sont un peu sur le même créneau, qui font pas que ça, mais bon, qui sont quand même très spécialisés.
donc comme DigiCert par exemple ou Verkara. Et après, on peut avoir d'autres acteurs qui offrent en fait des bouquets de services, dont du DNS, hein, donc comme les CDN par exemple, hein, Akamai, Cloudflare, de DNS, mais en général avec toujours des faiblesses, des manques ou des problèmes d'efficacité. Donc ce qui fait que NS1 est vraiment une solution qu'il faut pousser et qui en plus est assez facile à... Enfin, on le voit, hein, les cycles de vente sont beaucoup plus efficaces, ça va vite. Les gens ont toujours des solutions déjà, hein, mais quand ils en ont qu'un seul, ils ont besoin d'un secondaire. Donc on va pouvoir commencer en étant le secondaire et au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'il faut le passer en primaire. Donc au niveau des clients, mais peut-être qu'on peut insister sur 3 types de clients. Par exemple, ceux dont l'activité en ligne est absolument essentielle, donc les boutiques en ligne, mais pas seulement. Évidemment, un Walmart, on peut imaginer, ou un eBay, encore plus. C'est absolument fondamental que les clients puissent accéder à leur portail très rapidement. On sait très bien que dès qu'il y a une seconde de délai en plus ou quelques secondes de plus, en moyenne, il y a des clients qui vont changer de site. Et même, tout le monde a fait cette expérience, hein. Quelques sites intéressants, le premier met du temps à répondre, on passe au deuxième. Bon, si c'est vraiment un site qu'on connaît et on veut y accéder, on finira par être patient. Mais si ce n'est pas le cas, non, on va changer. Donc effectivement, il y a un vrai impact sur le business quand ça ne répond pas bien. Donc les temps de réponse du DNS, les temps de propagation lorsqu'il y a des nouveaux sites à enregistrer pour un site principal, c'est essentiel. Donc, première catégorie, les grosses boutiques en ligne. Deuxième catégorie, les sociétés jeux, que ce soit de vidéos comme Netflix, Disney+, et autres. Et tous ces gens sont des clients NS1. Et enfin, la troisième catégorie qu'on pourrait citer, c'est les banques, qui ont besoin à la fois de très bons temps de réponse d'accessibilité à leur site ou à leurs applications pour leurs clients, mais aussi des contraintes réglementaires qui leur imposent d'avoir aussi cette qualité d'accès à leurs services. Donc, quelques clients supplémentaires, mais et vraiment dans tous les domaines, et vous verrez plein de noms dont vous ignoriez que ça utilisait NS1, mais bon, je peux en dire quelques-uns. Vous voyez, Tesla, SAP, Capgemini, enfin c'est à l'infini, hein, mais toutes les sociétés connues, la plupart, LinkedIn, Microsoft, utilisent aussi NS1. Voilà. Donc, là, je vais vous parler un petit peu... Bon, j'ai très peu de slides hein, pour NS1, de toute façon, ça va aller vite. Je vais vous parler un petit peu donc des services et du réseau pour fournir cette qualité de service. Et après, je vous parlerai des packages qui se vendent hein, derrière NS1 et en quoi ça peut bénéficier aux clients. Donc, effectivement, échelle globale, on a 26 points de présence. On gère aujourd'hui donc 1000 milliards de requêtes mensuelles avec un réseau unicast qui est surdimensionné volontairement. Pourquoi? Parce que à droite, vous pouvez voir dans fiabilité et résilience qu'on a un SLA de 100%. Ce n'est pas 5 Là, c'est 100%. C'est ce qu'on a dans nos contrats avec nos clients. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre une météorite en même temps sur les 26 points de présence et qu'on n'ait pas un problème. Mais bon, dans ce cas-là, il faudra qu'on paye des pénalités. En tout cas, on est tellement confiant qu'on s'engage sur 100%. Et c'est rare à IBM. Donc, très haute performance au niveau latence, au niveau propagation. On a un module spécial pour le trafic qui passe par la Chine. Parce que, bon, comme vous le savez peut-être, il y a un grand pare-feu en Chine qui ralentit énormément les trafics à l'extérieur et à l'intérieur qui traversent la frontière de la Chine. Et donc, on a un DNS for China, un module spécial qui permet d'accélérer d'un facteur 3 hein, les temps de réponse pour les sociétés pour qui c'est important. Évidemment, ça ne concerne pas forcément tous les clients, mais quand il y a un impact, on a un module pour ça. On a une approche API First hein, qui permet effectivement de tout faire au travers d'API. Et ça permet aussi pour des partenaires dont je m'occupe d'ailleurs, de type OEM qui vont intégrer notre technologie pour ensuite, sans qu'on le voit, hein, à leurs clients finaux des bouquets Internet dans lesquels ils auront une partie DNS. Ça leur permet de gérer l'ensemble pour leurs clients, de fournir le support, de fournir les éléments de configuration nécessaires. Voilà, d'autres fonctions très intéressantes comme le pilotage intelligent de trafic, hein, donc ce qu'on appelle le traffic steering,
qui permet, en fonction de différentes règles, d'imposer au trafic de passer par un certain chemin plutôt qu'un autre, soit pour des raisons de coût, hein, également. Donc la sécurité est très forte dans la solution également, avec tous les protocoles et toutes les méthodes qui font du sens. Et on a la fourniture, c'est optionnel, de ce qu'on appelle DNS Insight. Donc c'est un ensemble de métriques d'analytics qui permettent d'analyser le trafic donc, pour un client donné et lui permettre de l'optimiser, hein, de voir s'il peut faire des économies de coûts en modifiant sa configuration ou améliorer l'expérience client, gagner en il peut repérer grâce à ces rapports d'analytique qu'il y a peut-être des aspects des pays, des services qui n'ont pas la performance optimale. Donc ici, c'est juste la carte hein, avec nos 26 points de présence hein, qui permettent d'adresser l'ensemble des géographies. Et donc, en termes de composants hein, qui sont vendus, hein, donc le package de base, c'est le Managed DNS, donc qui fournit le DNS Premium hein, avec l'engagement à 100% de disponibilité et l'ensemble des traitements, on va dire, de base. Ensuite, on a le module, alors après tout le reste est optionnel, hein, donc traffic steering hein, qui va permettre de prendre des actions pour modifier la façon dont on contrôle le trafic. L'offre, ensuite, celle qui est complètement à droite, le dedicated DNS, hein, c'est pour un client qui ne veut pas du tout de ressources partagées. Donc là, l'ensemble des ressources, physiquement, logiquement, tout sera isolé. Il aura des ressources entièrement dédiées pour lui. Au niveau intégration, on en a déjà parlé, mais quelques exemples. Hein, on a cette approche API First qui nous permet de nous intégrer avec tous les autres acteurs et toutes les technologies pertinentes hein, pour ce domaine du DNS. Le module pour la Chine, hein, qui permet donc d'améliorer grandement les performances pour les entreprises qui ont du trafic qui passe par la Chine. Le module d'analytique DNS Insight. Et donc, le dernier élément, c'est oui, enregistrez-vous. Si les clients, les partenaires qui le souhaitent peuvent s'enregistrer à un package qu'on appelle freemium. Hein, enfin bref, c'est d'accord, pour tester. Voilà, une version de base qui a des fonctionnalités déjà. C'est l'ensemble du produit, hein, mais limité en nombre de requêtes par mois et en nombre de domaines que vous pouvez enregistrer. Hein. Ce qu'on appelle les records, hein, c'est derrière, par exemple, le site ibm.com, en fait, vous avez un ensemble de domaines. Hein. Peut-être marketing.ibm.com, techzone peut-être.ibm.com. Enfin bref, en général, il y en a des milliers. Donc là, même dans la version gratuite, vous voyez, vous avez droit à 500, donc ça permet quand même de faire des choses. D'accord. Voilà. Alors, très intéressant hein, cette partie NS1 hein, parce que c'est vrai que on découvre un petit peu aussi cette capacité côté IBM de pouvoir répondre à un pan très très spécifique justement au niveau de toute cette partie DNS et donc ça vient vraiment en complément de tout ce qu'on a vu justement précédemment. Tout à fait. Alors c'est vraiment nouveau, hein. Mais c'est vrai que ça fait du sens, ça complète vraiment l'offre qu'on a par rapport à cet aspect DNS interne et externe. Puisqu'on a ce produit Mesh qui est plus pour la distribution des applications containerisées, qui peuvent être sur plusieurs clouds, un back-end en interne, un front-end chez AWS, peut-être une partie analytique chez Google Cloud. Et donc l'établissement de la connectivité réseau est très compliqué. Enfin, ça prend un temps fou quoi, entre les différents hyperscalers. Et donc on a cet autre produit qui permet de faciliter en créant en fait une surcouche réseau logique et software bien sûr, hein, en plaçant des gateways. Et donc, il va complémenter la partie DNS externe pour avoir vraiment une solution globale. Voilà. Avec plein de clients en France. Et ça, c'est top. Oui. Et en France, on a des clients. Hein. Alors, SaveOne, on n'en a pas beaucoup parce que historiquement, la compagnie SaveOne n'était pas présente du tout en France. Donc, je crois j'ai vérifié les licences, on en a 4. Hein. C'est des banques et on a aussi un acteur informatique qui fait de l'infogérance en utilisant SaveOne. Donc c'est très peu, hein, parce que SaveOne, on a des centaines de clients. Mais NS1, où là, effectivement, on a beaucoup plus encore de clients, c'est des milliers. Là, en France, on a une vingtaine de clients. Donc on a des journaux, par exemple, 20 minutes, je crois, c'est un client. Oui. On a la SNCF, voilà, il y a une vingtaine de clients. Donc là, pareil, n'hésitez pas, si vous avez la moindre discussion avec des clients, ça vaut le coup d'en parler parce que c'est une solution vraiment très performante.
Voilà, donc je crois que c'est le dernier slide, les bénéfices. Bon, on en a déjà parlé, hein, mais c'est vraiment avoir disponibilité, temps de réponse. Dès qu'on rajoute un nouveau domaine, la propagation est instantanée. Des fonctions très avancées pour optimiser le trafic, optimiser le coût également. Et la partie partenaire est importante, parce qu'on a énormément de partenaires en fait. Et c'est normal, puisqu'il y a beaucoup de clients, vous l'imaginez, qui sont tout petits pour nous. Des petites entreprises, je veux dire, alors, en termes de valeur, ça va être peut-être de... Alors, c'est un produit SaaS, hein, donc ça va être un coût mensuel ou annuel, mais il y a des clients qui coûtent 2000 euros, enfin qui rapportent 2000 euros par an, quoi, hein. Je crois que le panier moyen, c'est 50 000 quand même, donc il est tout petit, qui font juste quelques milliers d'euros par an. Et puis, il est très gros, bien sûr, hein. Il est Alors, très gros, bien sûr. vous imaginez les streamers, par exemple. Bon, là, on parle évidemment de plusieurs millions, hein, c'est annuel, hein, bien sûr. En plus, très important parce que quelque part, si tu as des coupures à certains endroits, le chiffre que ça impute au niveau d'une entreprise, ça peut se chiffrer sur plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, dans certains cas, hein. Tout à fait, Donc, ouais. donc là, voilà, il n'y a pas d'impasse à faire sur ces technologies-là, ça c'est Exactement. certain. Et la partie partenaire, donc un dernier mot dessus. Donc, on a effectivement les deux types de partenaires, donc les BP resellers, donc là qui vont vendre le service, on va dire vanilla, hein, standard de IBM. Mhm. Mais on a aussi, et c'est ceux dont je m'occupe, hein, les partenaires OEM ou ce qu'on appelle ESA, donc Embedded Solutions, qui Mhm. vont embarquer notre technologie dans des bouquets plus larges. Et aujourd'hui, pour NS1, on en a une quinzaine, hein, dans le monde, et on est en train on va dire, de dimensionner ça, hein, de discuter avec beaucoup d'autres parce qu'on voit un gros potentiel. Donc ça va être des acteurs de l'Internet qui ont intérêt à avoir une offre premium DNS dans leur bouquet, que ce soit de la sécurité Internet, que ce soit de l'agrégation de CDN pour optimiser le trafic pour les entreprises. Donc rajouter une technologie NS1 dans ce genre d'offre, ça fait vraiment du sens. Ça fait Et sens. pour IBM, c'est vraiment super parce qu'on parle avec des acteurs qui sont autonomes, indépendants et qui vont eux gérer leurs clients. Parfait. Voilà, Merci donc beaucoup, Franck. Merci beaucoup pour les deux présentations qui je t'en sont prie. très complémentaires, où on n'est pas forcément très très connu sur ces secteurs-là, comme tu l'as dit. C'est vrai que c'est des acquisitions et ça fait vraiment sens aujourd'hui. Donc, on te remercie beaucoup pour ces deux présentations. On va ouvrir questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez rouvrir vos micros, hein, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'enregistrement, je stopperai à ce moment-là, hein. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Ça ne sera pas enregistré, ça ne sera pas publié sur cette partie-là. Donc, s'il y a des questions, ben, allez-y, profitez-en. Franck est avec nous, il maîtrise très bien avec Bruno et avec Laurent qui sont également présents. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas. Ouais. Je remets la première page où il y a mon email aussi. Vous pouvez me contacter, bien Exactement. sûr, pas de Ouais. souci. Je fournirai les Et emails justement de Bruno, Laurent et toi, Franck, oui, pour que les personnes puissent vous contacter justement pour avoir un peu plus de détails et comme tu l'as dit, peut-être même organiser une session un peu plus technique, d'accord, oui. pour voir un peu plus en détail la présentation. Bon, écoute, je pense que on arrive à peu près au terme. Oui, on est à 1 minute à peu près de la fin de la session. Donc, j'ai pas de questions complémentaires. C'est vrai que moi, je t'en ai posé quelques-unes en cours de route parce que je pense que c'était voilà, c'est toujours intéressant d'avoir aussi ce prisme-là au niveau des MSP parce que je pense que là, il y a un vrai sujet à aller chercher avec eux, mais pas que. Mais je pense que ça Ouais. peut être un véritable intérêt. D'ailleurs, à ce sujet-là, je t'enverrai, peut-être tu pourras partager avec tout le Ouais, monde des liens, parce que British parfait, Telecom, c'est une référence publique. Donc, je t'enverrai un lien vers la partie super. performance globale et une partie sustainability. Eh ben écoute, génial, comme ça on pourra le faire passer à tout le monde. Eh ben Ça écoutez, en marche. tous les cas, merci à tous de votre participation.